Éducation nationale. Les inscriptions en ligne commencent ce 8 juillet et s'achèvent le 10 septembre prochain. Il s'agit de donner suffisamment de temps aux parents d'élèves et à l'administration scolaire pour que la rentrée soit effective à la date retenue, le lundi 10 septembre 2018. Nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date butoir de l'arrêt des inscriptions en ligne 2018-2019 qui est fixée au lundi 10 septembre 2018 à minuit. Information bien accueillie par la plupart des élèves occupés par le sport en cette période de vacances. C'est un peu trop tôt, mais c'est bon quand même. Il y a des parents qui sont dans les villages, donc dès maintenant, comme c'est tôt, ils vont commencer à organiser l'argent pour pouvoir payer l'inscription de leurs enfants. C'est une bonne chose et puis en plus c'est jusqu'au 10 septembre, donc ça donne le temps aux élèves de pouvoir s'amuser pendant les vacances et puis en septembre de s'occuper de ça. Ça commence le 8 juillet, se termine le 10 septembre. Je pense que c'est encore beaucoup pour ceux qui n'ont pas des moyens pour payer l'inscription en ligne. Sur les inscriptions en ligne, aucune innovation pour cette année. Les élèves des écoles privées payent 3 000 francs CFA et ceux du public 6 000 francs. La rentrée scolaire est fixée au 10 septembre prochain. Le ministère de l'Éducation nationale a donné ces informations ce jeudi au cours d'un point presse au plateau. Grosse frayeur ce jeudi matin pour ces élèves des terminales qui composaient au baccalauréat série A1, A2 et D dans la commune de Koumassi. Aux alentours de 8 heures, un incendie a ravagé des habitations au quartier 05 où se trouve le groupe scolaire A et métier. Le feu déclenché, selon les témoins, aurait été causé par une explosion de gaz butane. Le bruit est venu de chez le voisin. Un bruit qui s'est éclaté, poum. Alors donc quand ils ont entendu le bruit, chacun s'est cherché. Mais ils voulaient forcément savoir ce qui se passait réellement. Alors donc ils sont venus voir et arrivé là, le feu était déjà parti. Dieu merci, il a sauvé mes enfants, sinon il a perdu tout ce qui est dans ma main. Voilà, c'est ça, c'est moi qui ai 6 mois. On est arrivé, nous sommes allés en salle de secrétariat. Dès qu'on a commencé à distribuer les feuilles, bon, on a vu que la fumée sortait par derrière. Au début, on a minimisé, pensant que c'était des pneus qui brûlaient. Mais par contre, après, on s'est rendu compte que c'était un feu généralisé. Et donc les enfants ne pouvaient pas rester dans la salle, ils sont sortis des salles et puis bon, on ne pouvait plus les contrôler. Ce centre accueille 700 candidats. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir des nouvelles des élèves et enseignants présents. La composition a été ajournée pour ces candidats, mais elle les rassure. Nous avons prévu tous les cas de figure. Donc les 700 candidats reviendront pour poursuivre les compositions comme les autres candidats sur toute l'étendue du territoire. Mais au lieu de terminer à midi avec l'épreuve qu'ils n'ont pas pu faire, ils vont composer dans cette épreuve-là. Dans l'après-midi, on aura fini avec l'examen du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Ceux qui vont composer auront des sujets différents des sujets sur lesquels les autres candidats ont composé. 7 élèves ayant inhalé la fumée ont été secourus par les sapeurs-pompiers militaires. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine et de blessés. À notre arrivée, nous avons constaté un feu de plusieurs baraques. Voilà, il y avait un risque de propagation vers l'école GISAM. Et nous avons aussi déployé un moyen à ce niveau-là pour pouvoir enrayer le risque de propagation. Dieu merci, nous avons mis nos moyens en œuvre et nous sommes parvenus à bout du sinistre. Les secours ont pu circonscrire les flammes, mais aujourd'hui, plusieurs habitants sont à la rue. La plupart des maisons parties en fumée étaient des baraques. Ce n'est un secret pour personne, le couvert forestier ivoirien est fortement dégradé. De 16 millions d'hectares dans les années 60, il est passé à 3,5 millions d'hectares en 2015, ce qui représente une perte de plus de 75% en moins d'un demi-siècle. Les différentes campagnes de sensibilisation ne semblent pas produire les résultats escomptés. Le mécanisme RED+, qui entend reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien, veut donc associer les hommes de médias dans cet engagement, d'où la tenue de cette session de formation. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de former des formateurs de telle sorte qu'au sein de leurs différents organes, ils puissent relayer l'information
concernant les changements climatiques, concernant le mécanisme REDD+ en Côte d'Ivoire. Tous victimes des effets néfastes des changements climatiques dus en grande partie à la déforestation en Côte d'Ivoire, les hommes de médias s'engagent à travers leurs écrits et émissions à intensifier la sensibilisation pour un changement de comportement des populations. Notre contribution, justement, c'est d'informer. Comme on l'a dit, nous sommes des médias. Les médias, c'est d'abord, à partir d'ici, nous aurons toutes les informations sur la problématique. C'est de pouvoir sensibiliser les populations, c'est de pouvoir, à travers nos écrits, à travers ce que nous allons dire les dangers que nous courons à détruire nos forêts. Il est toujours dit qu'un public qui n'est pas suffisamment informé, qui ne connaît pas la problématique qui est en cause, ne s'engage pas. Donc à partir du moment où nous sommes des vecteurs d'information, de sensibilisation, il est important que nous nous engagions davantage pour que le public ait l'information vraie pour aboutir au changement de comportement. Ce sont une soixantaine de journalistes et animateurs radio, notamment ceux de la presse et des médias audiovisuels de la presse en ligne, qui participent à ce séminaire de formation. Préparer une bonne Coupe d'Afrique des Nations 2021, priorité du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a eu un échange avec la presse durant une heure d'horloge. Un échange qui s'est transformé en un dialogue franc. Une démarche soutenue par le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, qui a fait quelques précisions à la presse sportive quant à la confiance que les dirigeants fédéraux placent en Kamara Ibrahim. Il faut que je sois très clair, ce n'est pas un entraîneur au rabais. Comme j'ai entendu, au contraire, il vous surprendra. Ce Kamara aura le salaire de sa fonction et il sera très content de son salaire. Bisbillant de joueurs autour du brassard, quid des cadors qui veulent revenir en sélection? Qu'en est-il des jeunes joueurs locaux? Face à ces questions et préoccupations des journalistes, Kamara Ibrahim a tenu le discours de la neutralité. Je vais fédérer mes joueurs autour d'un projet qu'on nous a confié, mettre la nation d'abord au centre de ce qu'on veut faire, avant de ramener la mission à des personnes qui vont porter un brassard. Parce qu'un capitaine, c'est quand même la représentation d'une nation. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir des garçons comme Yaya. Ça fait partie aussi d'une de mes missions, de rencontrer ceux qui éprouvent l'envie de revenir. Dans une équipe, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de tauliers. Nommé le samedi 30 juin à la tête de la sélection ivoirienne de football pour une durée de 2 ans, Kamara Ibrahim n'entend pas être le coach à polémique. Rigueur, dextérité et rassemblement autour de l'équipe nationale sont ses maîtres mots. Entraîneur adjoint de la sélection nationale de l'AS Sabri Lamouchi jusqu'à celle de Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim prend les rênes d'une sélection à reconstruire. Son premier grand test, la préparation des matchs éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. 4 militaires ougandais et 3 civils ont été tués jeudi dans un affrontement entre des patrouilles congolaises et ougandaises sur les eaux du lac Édouard qui se partagent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Cet affrontement ainsi que d'autres violences dans la région ont fait au total 15 morts. Des combats ont opposé le même jour l'armée congolaise aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, ADF, et aussi à une milice locale faisant 8 autres morts selon l'armée. Depuis le début de l'année, des accrochages entre les forces de sécurité ougandaises et congolaises se sont multipliés. Mercredi, une patrouille ougandaise avait pris en otage 18 pêcheurs congolais alors qu'ils installaient leurs filets. La force navale congolaise a pour mission de dissuader l'activité des groupes armés actifs aux abords du lac Édouard, dont plusieurs milices locales Maïmaï et des rébellions venues du Rwanda et de l'Ouganda voisin. Les ADF, forces démocratiques alliées, sont opposées au pouvoir du président ougandais Yoweri Museveni. Créés en 1989 pour défendre les droits des musulmans qui s'estimaient bafoués par le régime de Kampala, ces rebelles ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés dans l'est de la RDC, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Ils sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Béni. Cette version a été remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York,
selon lesquels les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. Les ADF sont également accusés de la mort de 15 casques bleus tanzaniens dans la région de Béni en décembre 2017. Les relations entre la RDC et l'Ouganda sont complexes sur fond de partage des ressources énergétiques des lacs Albert.